Vous vous êtes souvent défendu d'être un biaïste. Vous avez expliqué qu'il y a une césure, selon vous, entre être un défenseur ou un soutien des actions du président de la République et puis être un soutien du RDPC. Alors, je voudrais rappeler ici une de vos sorties. Vous disiez donc au sujet de monsieur Paul Biya, je vous cite, fiers d'avoir réussi à reconduire leur croupier sénile à la table de jeu, le lobby affairiste et pouvoiriste, bourreau de la nation camerounaise par la voix de son fondateur, vient de promettre de faire du vaste merdier Cameroun qu'il a créé en 30 ans un vaste chantier sur 7 ans. Qui peut y croire? C'est bien du président Paul Biya dont vous parlez à cette époque-là. C'est-à-dire que même l'homme est difficilement défendable en principe, non? Vous voyez, quand vous avez choisi des hommes qui ont conduit les Camerounais dans une remise en question de la confiance en la nation, il va de soi qu'il faut les changer. Oui. On ne peut pas prendre les mêmes et on recommence. Pourquoi? En 2011, nous sommes dans une descente, comme on dit, à forte vitesse, dans les abîmes de la confiance aux institutions. Les Camerounais commencent à se remettre en question. Il faut des hommes nouveaux. Il faut une gouvernance nouvelle. Il faut la décentralisation. Il faut redonner de l'égalité de chance à tous les hommes. Mais voyez-vous, on a l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence. On ne peut pas recommencer avec des hommes qui ont donné la preuve que, entre la vision incarnée par le président de la République et la mise en œuvre de la gouvernance, il y a un abîme qui sépare les deux entités. Il faut venir à un changement des hommes, à un changement stratégique opérationnel. C'est très important pour le Cameroun de demain. Si le président Paul Biya veut sortir le Cameroun de l'impasse, il a besoin de changer les hommes. On doit arriver à une gouvernance de résultats. Ce n'est pas par des slogans qu'on change un président de la République. C'est par les institutions, par les élections. Mais maintenant, une fois que les élections sont terminées, comment on met en œuvre la politique nationale pour atteindre les résultats et la confiance en la nation recherchée? C'est des hommes de résultats. C'est des hommes qui peuvent se dire, en 5 ans, je suis arrivé, il n'y avait pas de route, on a une route qui passe. Il n'y avait pas de centre de santé au niveau national, dans tous les départements de la localité, on les a déjà. Il n'y avait pas du travail, il y a du travail. Le revenu, le SMIC était à 32 500, il est passé à 100 000 francs CFA. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut venir à ce qu'on appelle la gouvernance de résultats, la gouvernance de conscience. C'est pour ça que je dis jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits du déficit énergétique, du SMIC qui est de 32 500, des infrastructures routières qui commencent à venir mais qui sont encore tatillonnes parce que qualitativement et aux normes actuelles, on a encore des pistes au lieu des routes. Vous voyez l'accident de Tchan. La route aurait été aux normes, même avec l'incendie, je crois qu'il y aurait eu plus de rescapés. D'accord? Les routes ne sont pas aux normes. Nous fonctionnons comme si nous avons le rétroviseur braqué sur le Moyen-Âge. Je dis, il faut bâtir un Cameroun agréable et confortable. C'est possible. Nous avons l'ingénierie nécessaire. Nous avons les hommes qu'il faut. On ne peut plus continuer de construire le Cameroun sur des bases de la corruption et des détournements, des intelligences criminelles en matière de projets d'investissement public. Donc je reste persuadé que le président Biya a besoin de prendre des décisions courageuses et fortes et de faire confiance à des hommes de résultats. Et ces hommes de résultats, ils existent. On doit sortir du copinage partisan, du copinage familial pour arriver à ce qu'on appelle les bâtisseurs de la République. Mais on a un peu du mal à vous comprendre. On a du mal à vous comprendre. Je dis, il faut arriver à ce qu'on appelle les bâtisseurs de la République. Avec M. Biya, vous dites, parce que vous dites que oui, vous pensez que M. Biya peut arriver à trouver des gens. En même temps, je vous citais vous-même. Vous dites vous-même ici qu'un monsieur sénile qui vous promet un changement dans les 7 ans à venir, qui peut y croire? Comment est-ce qu'on comprend ça? C'est pas une expression de moi, je vous le dis encore. C'est du copier-coller qui n'est pas de moi
et je dis bien, pour le démontrer, aucune partie de mes publications ne porte président sénile ou quoi que ce soit. Non. C'est pas, je vous dis, c'est pas mon style littéraire. Mais je sais que j'ai remis en question la gouvernance, mais pas sous cet angle-là. C'est pas mon style littéraire. Vous pouvez comparer à plusieurs choses, mais c'est pas de moi. C'est pas de moi. Ok. Donc je dis, il faut une gouvernance de résultats. Il faut des hommes de résultats. Il faut plus continuer avec des hommes qui ont montré qu'ils n'ont pas pu créer la confiance, soit en construction des routes, des logements, de l'aménagement du territoire, de la santé publique, de l'éducation et de bien d'autres services qu'on attend de la nation. En d'autres termes, pour vous, Paul Biya constituerait encore donc l'avenir du Cameroun. Il suffirait simplement qu'il choisisse de bonnes personnes, c'est ça? C'est l'élu du peuple. Comment vous faites pour faire partie un homme qui est élu par le peuple? Une fois que quelqu'un est élu, il a beau être ce que vous ne voulez pas, vous devez faire avec cette personne. Maintenant, ce que vous pouvez attendre de cette personne, c'est qu'il produise des résultats, même si vous n'êtes pas d'accord avec son élection. Et c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez, quand même les gens, est-ce que vous comprenez cette opinion, permettez-moi de vous relancer s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez quand même cette opinion camerounaise qui s'insurge un peu sur cet élu du peuple qui s'accroche au pouvoir par, il y a quelques années encore en 2008, en pleine compétition sportive, modifier une constitution pour rester au pouvoir. Ce même élu du peuple dont vous réclamez, qui, d'ailleurs, vous le dites vous-même, prend les moyens de l'État pour faire sa campagne. On a vu au présidentiel, maximum 10 minutes de présence pendant une campagne électorale, mais à la fin, parce qu'il utilise les moyens de l'État, à la fin, il y a une inégalité de moyens entre les différents concurrents et le vainqueur, c'est Paul Biya. Vous trouvez c'est normal? Vous trouvez c'est normal? Vous trouvez qu'il reste quand même l'élu légitime de l'État? Parce qu'il y a la légitimité et la légalité ici qui se posent. Vous ne pensez pas? Bon, la légitimité et la légalité, ça c'est un autre sujet. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez déjà aux affaires publiques, prenez même Nicolas Sarkozy en France, prenez tous ces hommes politiques aux États-Unis et autres. Une fois qu'un homme incarne l'État, il est difficile de se faire battre parce qu'il a toutes les ressources matérielles pour gagner, sauf si c'est des systèmes qui s'affrontent. On a bien compris, mais est-ce qu'on peut le contester? Est-ce qu'on peut le contester, le dénoncer? C'est là le sujet. On a bien compris. Est-ce qu'on peut contester, dénoncer cet homme qui utilise les moyens de l'État pour être chaque fois déclaré vainqueur ou alors pour faire campagne contre les autres? C'est aussi ça la question. Parce que vous êtes biaïste, hein? C'est en cela que la question vous est posée en fait. Non, écoutez, je dis une chose. On vous écoute. Quand l'élection est terminée, il n'y a plus d'esprit partisan. Il n'y a que la République qui compte. C'est continuer la construction de la nation. Et à ce moment, on souhaite que les actions soient bonnes pour tout le monde. En tant que parti politique, vous êtes libre de critiquer des choses qui ne vous arrangent pas. Par exemple, le SMIC qui a 32 500. Par exemple, des Camerounais qui peuvent plus se soigner. Des Camerounais qui peuvent plus inscrire leurs enfants à l'école. Ça, c'est normal qu'on en parle. Et pas le code électoral? Le code électoral, il n'y aura jamais de code électoral consensuel. Et pas les moyens de l'État dans des pays, vous avez été quand même de la diaspora. Ailleurs, on contrôle quand même les moyens utilisés par les partis politiques pendant l'élection électorale. Ça aussi, on ne doit pas contester parce qu'on est devenu président, c'est ça? Non, écoutez, le changement, il est graduel, il est progressif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer à critiquer un système dont vous n'avez même pas gagné 10% des territoires. C'est des rapports de force. Je vous dis toujours, la politique, c'est des rapports de force. Commencez déjà par gagner 30, 40, 50% des territoires pour imposer les moyens d'utiliser les ressources publiques ou non. Vous comprenez? Vous allez beau brailler dans les réseaux sociaux, vous allez brailler dans les plateaux de télévision, mais je dis toujours, vous ne pouvez pas faire le rapport de force tant que vous n'avez même pas la maîtrise de 40% du territoire. Et gagner un système comme celui du RDPC, c'est faire ce qu'on appelle un brainstorming de ce qui a été fait et se donner des moyens de pouvoir gagner une élection. Tant que vous n'aurez pas ces moyens de gagner, vous ne pourrez pas imposer une orientation des politiques publiques, encore moins du code électoral. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mettre la charrue avant les bœufs. D'où la nécessité et l'urgence de s'organiser en tant que coalition partisane de l'opposition pour se donner la conquête de territoire en territoire. Moi, je crois qu'on va plus vite que la musique. Et je dis,
Gagnons déjà sur les 58 départements, 30 départements, et on verra que les rapports de force ont changé. Quand vous avez des élus qui sont fabriqués par un système, ils sont fidèles à ce système. Quand vous êtes absent des parlements, des assemblées, il va de soi que ces gens fassent le travail du système qui les a élus. Donc je dis, on a beau bavarder, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais la politique, c'est une construction de jour en jour. Je veux bien me mettre à pleurnicher, mais je ne suis pas certain que tous les partis politiques qui parlent aujourd'hui n'ont pas modifié la Constitution ou bien leur statut pour être des candidats ad vitam. Hein? Il y a plein de partis qui modifient leur statut pour permettre au président de ce parti de continuer d'être le président du parti concerné. C'est un phénomène que nous observons dans plusieurs partis politiques. Donc c'est pour dire quoi? Soyons réalistes. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Gagnons d'abord la confiance du peuple. Ensuite, on pourra gagner les institutions. Si on ne gagne pas la confiance du peuple, on a beau se battre, ça va être des batailles purement vaines. Donc, amenons l'opposition à travailler, à gagner la confiance du peuple. Ça demande un budget. Ça demande une évaluation stratégique et opérationnelle de fonctionnement de toute cette dynamique-là. Si vous ne les avez pas, eh bien, vous faites que du plaidoyer. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, que du plaidoyer. Ok. Parlons à présent d'un événement qui est un événement assez récent, d'ailleurs, qui est consacré au Cameroun en cette semaine. C'est la fête de la jeunesse du Cameroun. Le 11 février dernier, donc, marquait une énième édition de la fête nationale, la fête de la jeunesse, si je veux dire, la fête de la jeunesse au Cameroun. Et je tiens à rappeler que ce 11 février évoque surtout un passé douloureux, parce que c'est aussi le 11 février 1961 que le Cameroun, la partie septentrionale du Cameroun, va rejoindre le Nigeria, et la partie méridionale, le Cameroun francophone. Et 5 ans plus tard, en 1966, le Cameroun célébrera donc sa première fête de la jeunesse avec comme premier des ministres de la jeunesse de l'époque, M. Félix Tonye-Mbok. Et le slogan de l'époque est alors très connu, la jeunesse, fer de lance de la nation. Que vous évoque un tel slogan plus de 50 ans plus tard? Écoutez, la jeunesse camerounaise est devenue une charge pour la nation, parce qu'on en a fait un handicapé à vie. La jeunesse camerounaise est fer de lance pour les nations occidentales. Parce qu'aujourd'hui, la seule alternative qui reste à cette jeunesse, c'est prendre la mer ou l'avion pour se rendre dans des pays qui peuvent leur donner l'occasion d'avoir un revenu au-dessus de $100. La jeunesse camerounaise, elle est sacrifiée parce que si elle n'est pas portée par une dynamique partisane ou tribale, elle n'a pas droit au chapitre. La jeunesse camerounaise, elle est sacrifiée parce que, pour la grande majorité, en dehors des auto-entrepreneurs que je tiens à saluer et féliciter, elle n'a pour alternative que la moto, le Benskin, qui rapporte à peine 5 000 francs jour, c'est-à-dire 150 000 francs par trimestre, toutes taxes comprises et toutes charges comprises. Ça veut dire que si vous considérez qu'un Benskiner a une marge nette de 2 000 francs la journée, il a un revenu mensuel de pratiquement 60 000 francs. Pourquoi pensez-vous que cette jeunesse a un avenir au Cameroun? Le rêve de tous les jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir un passeport et un visa ou une carte de séjour, une green card américaine. Nous avons sacrifié cette jeunesse à la compétitivité mondiale de la main-d'œuvre qui est recherchée. Le monde aujourd'hui recherche des cerveaux. Le monde aujourd'hui recherche de la force brute. Nous sommes rentrés dans l'esclavage de nouvelle génération, où aujourd'hui l'esclavage est volontaire, où on quitte père, mère, terre pour aller servir de force ouvrière dans les pays d'accueil. Donc je crois qu'il faut vite recadrer les choses. Il faut redonner à la jeunesse les raisons d'être fière et digne de ce pays. Digne d'un pays qui peut relever le SMIC à peut-être 100 000 francs CFA au moins, c'est-à-dire dans les 152 € ou $200. Il faut redonner à cette jeunesse l'occasion d'être fière, de vivre dans la campagne comme dans la zone urbaine parce qu'on a aménagé le territoire de manière significative et confortable.
Il faut donner à cette jeunesse l'occasion de s'exprimer dans toutes les dimensions de son potentiel. Potentiel intellectuel, potentiel physique, potentiel moral, etc. Et ça demande ce qu'on appelle un schéma national directeur de construction nationale, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et je pense que cette jeunesse, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Il faut redonner confiance à cette jeunesse en mettant des projets structurants forts, majeurs, de l'agriculture à l'industrie, de la construction des infrastructures routières, sportives, urbaines, etc. Il faut remettre cette jeunesse au travail. Vous êtes un peu en rupture, hein, vous n'êtes pas, si vous permettez, vous êtes un peu en rupture avec le discours de celui qu'on peut appeler votre champion, parce que vous vous revendiquez d'être un biaïste, tout en ayant... Je ne suis pas en rupture. Qu'est-ce que fait le président de la République? Mais alors, je veux comprendre, est-ce que lorsque vous trouvez que c'est une jeunesse clochardisée, parce que même si ce n'est pas le mot que vous avez utilisé, vous montrez quand même que c'est une jeunesse qui est aujourd'hui à l'abandon. C'est une jeunesse qui est aujourd'hui à la remorque, qui est à la peine. C'est ce qu'on entend de vos discours. Et d'ailleurs, c'est une réalité. Une jeunesse qui n'a pas de travail, une jeunesse qui est bensiquineuse, une jeunesse qui est totalement à l'abandon. Et c'est bien ce que vous avez dit, hein. On est d'accord ou pas? Oui. Je vous le dis comme je le pense et comme je le vois, comme je le sens et comme je le touche. D'accord. Le discours du président de la République était calqué sur des modèles de réussite de la jeunesse. Ce qui n'est pas faux. Il y a des exceptions. On ne peut pas bâtir une nation sur l'exception. Il y a des jeunes qui font exception, qui ont eu des opportunités d'être des génies dans des domaines. D'accord. Mais sauf que à la base, c'est des enfants qui ont des CV issus de nos écoles. Ils seraient restés dans notre pays, ils n'auraient pas eu ces reconnaissances-là. D'accord? Le président de la République demande aux jeunes de copier des exemples. Pour vous, c'est une appréciation, si vous me permettez, monsieur le maire, est-ce que pour vous, c'est une appréciation plutôt positive quand on dit qu'une jeunesse va chercher ailleurs que chez elle les moyens pour venir rebâtir le Cameroun? Est-ce que c'est pour vous quelque chose de positif? Parce que j'ai lu d'ailleurs de vous une publication qui semble un peu en rupture, d'ailleurs même pas un peu, qui semble vraiment en rupture. Je vais vous reprendre. Vous dites, l'arbre d'argent est planté en Afrique. Ses fruits et noyaux vont en Europe et les épluchures sont distribuées aux Africains, travailleurs immigrés. Mais c'est positif ça? C'est positif. Parce que c'est un constat froid. Les épluchures sont distribuées aux travailleurs immigrés. Oui, c'est une réalité froide. Que font nos docteurs aux États-Unis? Et c'est positif. La question c'est, est-ce qu'une telle appréciation est positive pour que vous pensiez que ce que disait le président de la République le 11 février est forcément dans le même sens que vous, qui peignez une jeunesse quand même à la peine? C'est ça que je veux comprendre. Je suis sûr que je ne suis pas seul. Je vous explique. D'accord. Si vous ne faites pas le bon diagnostic, vous ne sortez pas de votre misère. Faire le diagnostic, c'est une chose. Apprécier le problème, c'est autre chose. On est d'accord au moins ou pas? Écoutez, on est d'accord sur le diagnostic, vous et moi. On est d'accord sur le diagnostic, vous et moi. Mais si on est d'accord sur le diagnostic, comment on en sort? Ça, c'est une autre question. Je vous fais simplement remarquer. Parce que si vous arrêtez au niveau du diagnostic, ça veut dire que vous ne savez pas comment sortir du problème. Mais non. La question est posée à un biaïste qui se revendique. La question est posée à un biaïste qui se revendique. Et je lui faisais juste remarquer que, au regard de la peinture qu'il vient de nous donner de la situation de la jeunesse camerounaise, comparée à la lecture que nous avons du discours du président de la République le 11 février, il y a un gros fossé. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Attendez, vous mélangez les choses. Pourquoi? On vous dit que nous sommes sur un système colonial dont l'arbre est planté en Afrique, les fruits se déversent en Europe et les retours que nous avons, c'est ce qui vient de la force ouvrière immigrée. Vous pensez que vous pensez que vous qui êtes aussi très très présent dans l'agriculture, quand vous faites votre agriculture là, c'est pour que les fruits se déversent ailleurs que chez vous? Dites-nous. Ce n'est pas une affaire de pensée. Oui. Je vous parle d'un système qui existe, qui est néocolonial, qui est fait tel que la matière première, les ressources minières vont créer de l'emploi dans les pays occidentaux. On est d'accord. D'accord. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Comment on fait pour en sortir? Il faut mettre dans ce que nous appelons les unités industrielles de transformation locale.
Mais, On ne peut pas avoir l'EVA et on va chercher le pneu en Malaisie ou en mais France. nous sommes d'accord, ou aux vous et moi. États-Unis. Vous et moi, nous sommes d'accord. Mais C'est que alors, là où si nous ne sommes pas d'accord, de quoi là où nous nous ne sommes pas parlons? d'accord, c'est que vous encensez, vous trouvez positif le discours du président de la République le 11 février qui demande aux Camerounais d'aller chercher ailleurs la compétence, alors qu'il lui suffit au Cameroun d'organiser les conditions pour que les Camerounais sur place acquièrent cette compétence, acquièrent ce savoir et Oui, travaillent pour le Cameroun d'abord. Vous rentrez dans ce qu'on appelle la stigmatisation. Expliquez-nous pourquoi. Parce que le président de la République n'a fait que parler d'une réalité, des faits qu'il a observés. Et moi, je Vous vous parle avez de à la fête de la côté jeunesse et de la jeunesse camerounaise. Oh. En Vous pouvez rapport, permettre en qu'on rapport. parle au moins, si on se met à part tous les deux, on ne s'entend plus. Bon, allez-y, allez-y. Donc je dis, le discours du président de la République dit ceci. Vous avez d'un côté des Camerounais qui brûlent des ambassades, vous avez d'un côté des Camerounais qui se peignent, qui font plein de choses, mais moi aussi je vous parle des Camerounais qui vont à l'étranger pour apporter des modèles, des trophées de victoire. Ce qui est un discours tout à fait logique et cohérent. Il dit aux Camerounais, arrêtez de croire à certaines choses. C'est des vérités. Copier les bons exemples, c'est des vérités. Est-ce que parce qu'il a dit des vérités en ne tenant pas compte de tous les autres aspects, qu'on va commencer à s'accrocher sur un mensonge collectif? Non, c'est des vérités. Il y a des Camerounais qui vont, on connaît plein de jeunes qui sont partis au Canada, aux États-Unis, sont revenus avec des formations. Mais il y a aussi des Camerounais qui vont à l'étranger pour faire le sale boulot, qui incarnent, comme on dit, le déni même de la nationalité camerounaise. Le discours du président est resté calqué sur ceux qui apportent des trophées. Mais est-ce à dire que tous les Camerounais doivent suivre que le modèle des exceptions? Je dis non. Il y a aussi ce qu'on appelle la politique nationale de développement et de promotion de la jeunesse. Et je crois que nous sommes à l'Alliance républicaine ancrés vers cette politique de territorialité du succès de la jeunesse, qui commence par la révolution agraire, la réforme du système de production agraire, qui commence par la transformation des potentiels locaux, etc., qui commence par la modernisation de notre cadre de vie, qui commence par l'accès au progrès technique et à l'innovation. Ça, c'est des aspects de la promotion de la jeunesse qui sont aussi importants. Mais de là à dire qu'il n'y a pas des exceptions comme Dial Amadou et d'autres gens qui apportent des trophées, c'est autre chose. C'est des vérités. Il y a des Camerounais qui vont voler dans les étagères. Il y a des Camerounais qui ne payent pas le métro. Il y a des Camerounais qui font plein de choses. Il y a des Camerounais qui cassent des ambassades. C'est des réalités. Il y a aussi des Camerounais qui font la fierté du Cameroun, comme ceux qu'il a cités. Donc je dis, on ne va pas rester... C'est pour ça que je dis, vous faites un discours partisan, ça nous retarde. Et je dis toujours une chose. Une fois que la sélection nationale est terminée, ce qui compte, c'est que l'équipe gagne. Et je reste dans cette posture. Moi, on a fait une élection en 2018. Je fais pas discours. Je fais un commentaire sur le discours du président de la République. En rapport avec ce que vous nous dites. C'est un discours vrai. Quand vous prenez l'actualité récente du Cameroun, vous avez des Camerounais qui ont fait la honte du Cameroun sur la place mondiale. Vous avez des Camerounais qui sont à l'étranger qui appellent à décapiter d'autres Camerounais. Des Camerounais qui appellent à couper la main aux enfants à l'école parce qu'ils sont à l'étranger. Vous avez des Camerounais qui appellent à brûler vivant des individus. Vous avez des Camerounais qui cassent des ambassades, qui urinent sur les effigies d'un chef d'État. Mais de l'autre côté, vous avez des Camerounais qui sont brillants en médecine, brillants en spatial, en aérotique spatiale et tout ça. Vous avez des Camerounais qui brillent par la culture. Vous avez des Camerounais qui incarnent ce qu'on appelle la fierté et la dignité du Cameroun. Est-ce que le Cameroun pour vous apparaît comme le seul pays où on retrouve des activistes qui en veulent parfois aux dirigeants de leur pays d'origine? Écoutez, qu'il y en ait d'autres qui copient le mauvais exemple, je ne serais solidaire de ce qui est mal. On est d'accord. Mais alors, est-ce que les autres pays... Dans le monde entier, que je vais me contenter d'encenser des voleurs? Ah non, on n'a pas dit ça. La question qui suivait est de savoir, est-ce que dans les autres pays, on traite donc de la même façon les ressortissants d'un pays, notamment quand on regarde les Camerounais qu'on encense aujourd'hui,
dans le discours du président de la République, qui sont parfois obligés de demander une nationalité pour venir dans leur pays d'origine. Est-ce que vous trouvez ça normal quand on voit des gens qui sont pourchassés au Cameroun juste pour leur opinion, alors que le président de la République lui-même disait il y a quelques années, vous ne serez plus autorisé à aller ailleurs pour dire ce que vous pensez. Quand on voit, on est là sur le thème de la jeunesse, je vais finir, vous allez poser votre question. Quand on voit des jeunes arriver au Cameroun en vacances avec leur famille, je prends le cas de Wilfried Sioué, et croient en prison juste parce qu'ils avaient un livre en poche, vous trouvez que c'est une façon de gouverner qui protège sa jeunesse? Maîtrise du dossier Sioué. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas la maîtrise de ce dossier. J'ai pas la maîtrise du dossier Sioué. Non, mais je vous donne les Vous informations savez, les qui sont les Camerounais miennes. se limitent à l'aspect. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs anglophones. Il y a plusieurs anglophones qui sont en prison aujourd'hui. Il n'y a pas que Wilfried Sioué, hein. Il y a plusieurs anglophones, des jeunes anglophones, des jeunes en prison aujourd'hui pour rien. Pas jugés, je vous laisse terminer. Pas jugés et toujours en prison. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez qui irrite certains Camerounais également? Je vous ai toujours dit une chose. La particularité du Camerounais, c'est qu'il est émotionnel. Il discute des sujets dont il n'a même pas la maîtrise. Il parle du sujet de la crise anglophone comme s'il s'agissait d'un sujet de droit commun. On parle ici d'un enjeu sécuritaire, territorial et sous-régional. On parle ici de l'intégration et de l'unité nationale. On parle ici d'un mouvement armé pour lequel de nombreuses personnes. C'est pas de ça que je parlais, moi, tout à l'heure. Je parlais des jeunes. Quand vous parlez déjà des anglophones. Non, mais écoutez-moi quand même. Je vous parle de la. On est là sur le thème de la jeunesse camerounaise. Nous n'avons pas encore attaqué la crise anglophone. Le problème des anglophones enfermés. Mais alors, moi, vous devez savoir quand même, autant que moi, que la crise anglophone commence avec l'incarcération, y compris de photographes qui étaient juste là à tout hasard pour faire ce qu'on appelle leur travail et qui sont aujourd'hui encore en prison. Ce sont des jeunes qui sont totalement brisés par la prison. Je ne suis pas encore dans la crise anglophone. Nous sommes sur le thème de la jeunesse camerounaise et le discours du président de la République. La question est de savoir, est-ce que vous comprenez que l'opinion soit également en colère contre les pratiques qui sont aujourd'hui en cours vis-à-vis d'une jeunesse? L'opinion a été en colère quand George Floyd est mort, tué par un policier. Ça n'a pas empêché l'Amérique de continuer de fonctionner et d'arriver à la transition politique avec Joe Biden. Vous comprenez? Si vous restez dans l'opinion, vous êtes souvent très loin des faits. L'opinion ne gouverne pas un pays. L'opinion a changé les choses aux États-Unis avec Joe Biden. Avec, Floyd, je veux dire, avec Floyd. Il y aura la mobilisation mondiale. Des opinions. Il y aura toujours des opinions. Mais est-ce que ça change le fait que des Camerounais, parce qu'ils sont d'une nationalité autre aujourd'hui, aient conspiré, mis entre les mains de naïves personnes, ignorantes personnes, des armes? C'est condamnable, ça. C'est condamnable, on est d'accord. Alors, pourquoi, si vous dites c'est condamnable, pourquoi vous étonnez qu'on les arrête? Mais non, mais c'est pas. Non, mais attendez, attendons-nous très bien. Je n'ai jamais ici questionné l'arrestation de ceux qui ont conspiré contre l'État. Je vous parle de Wilfried Sioué, qui vient en vacances. Je vous parle des anglophones caméramans, journalistes. Moi, je ne connais pas le dossier de Wilfried Sioué. Mais alors. Vous savez, quand vous parlez dans les réseaux sociaux, mais non, quand mais vous non, mais communiquez, permettez, oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le renseignement camerounais, ça fonctionne au même titre que la CIA et tout ça. Vous avez plein de Camerounais. Vous êtes venu au Cameroun, est-ce qu'on vous a arrêté? Vous êtes venu au Cameroun plusieurs fois, est-ce qu'on vous a arrêté? Je ne comprends pas votre réponse. Je comprends pas votre réponse. Ben, ce que je veux vous dire, il y a des dossiers dont je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas l'implication et les rapports qu'on a sur cette personne. Je peux vous voir, vous avez une tête d'ange, mais le jour où on me sort votre rapport de conversation et des échanges téléphoniques, je me rends compte que vous êtes même proche d'une intelligence en matière de criminalité contre l'État du Cameroun. Dans ce cas, on va rester sur le dossier Wilfried Sioué. Est-ce que vous avez donc vu une sortie du procureur de la République, par exemple? Non, je ne connais pas son dossier. On va y arriver, je vais vous aider. Je vais vous aider, si vous permettez, je vais vous aider, puisque vous posez là une bonne question. Vous posez une bonne question, vous faites une bonne remarque. C'est de dire, on n'est pas souvent au courant du véritable contenu d'un dossier et on aborde le dossier dans les réseaux sociaux. Je vous demande, le dossier Wilfried Sioué, il est sorti, il a été libéré. Vous connaissez un seul journal ou alors un seul procureur de la République, comme on en voit dans tous les pays normaux,
comme vous avez fréquenté, qui s'est prononcé enfin sur les véritables raisons de son incarcération pendant plus de 23 mois au Cameroun. Vous n'en verrez pas. Posez la question non à ces procureurs. Moi, je suis Mais pas non, procureur. on n'a pas besoin. Dans tous les pays normaux, Pourquoi monsieur Jacques Maboula, je me vous avez été dans la prononce diaspora. En général, lorsqu'on incarcère quelqu'un, le procureur, laissez-moi finir s'il vous plaît, parce qu'il faut que les gens nous écoutent. Vous allez répondre. Dans tous les pays normaux, lorsqu'on incarcère quelqu'un, il y a un procureur de la République qui va s'exprimer pour informer quand même ceux qui leur ont donné ce pouvoir, c'est-à-dire le peuple. C'est ça la réalité. Sur le cas du Wilfried Sioué, on n'a rien vu. Est-ce que vous comprenez que la jeunesse camerounaise ne se reconnaît pas, une certaine jeunesse qui ne se reconnaît pas dans le discours du président de la République du 11 février? C'était ça la question. Je vous laisse, Écoutez, vous répondre pouvez et puis on choisir passera de au ne second pas point. vous reconnaître dans ce discours. Mais moi, je dis, je me reconnais dans ce discours. Pourquoi? Je dis à mes enfants, si vous arrive de partir à l'étranger, faites des formations pointues et revenez encore plus fort que quand vous partiez. C'est un discours qui tient la route. N'embrassez pas les chemins de la perdition. N'embrassez pas les chemins de la revendication puérile. Concentrez-vous sur vos études. Apprenez dans des domaines qui vont vous permettre de rentrer au Cameroun et d'incarner des valeurs sûres. C'est le discours que moi je tiens à mes enfants. Et je crois que c'est un discours qui est d'actualité. Maintenant, que localement on ne puisse pas promouvoir la jeunesse, c'est un autre sujet qui nous préoccupe et qui devrait nous préoccuper. L'État du Cameroun doit mettre à disposition des moyens pour que les Camerounais incarnent dans leur propre pays une force et deviennent des fers de lance de la nation plutôt que des entorses de la nation. Aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de jeu, la jeunesse camerounaise est une charge pour la nation camerounaise parce qu'elle est instrumentalisée à des fins politiciennes. Et on ne peut pas continuer dans cette dynamique-là. Et je dis, et je le redis encore, le discours du président est d'actualité. Les Camerounais doivent aller pour apprendre et être forts. Mais le Cameroun devrait avant tout, avant d'envoyer ses enfants à l'étranger, créer des structures d'encadrement et de promotion de la jeunesse par le travail rémunéré juste et la promotion des valeurs et du mérite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des discours qui sont complémentaires. Est-ce que vous allez dire à un enfant aujourd'hui d'aller devenir un militant de la base ou je ne sais trop quoi? Je dis non. Dites-lui, va, concentre-toi sur tes études, apprends dans le domaine de la technologie, apprends dans le domaine de la transformation, des valeurs, et quand tu as fini ces diplômes, reviens parler fort au Cameroun. Deviens une référence pour le Cameroun dans le monde et partout où tu te retrouves. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous dites on ne se reconnaît pas, on ne se reconnaît pas quoi. Vous êtes allé en France, c'est pour devenir un casseur d'ambassade? Non. Vous êtes allé en France ou aux États-Unis, c'est pour devenir une référence de la nation Cameroun, une référence des valeurs internationales. Donc je dis, la jeunesse devrait se reconnaître dans ce discours, même s'il y a des insuffisances que nous souhaitons améliorer. Et il faut que ça s'améliore, parce que les crises naissent du fait que la jeunesse n'est pas prise en charge. Voilà. Alors, on a bien compris, je vous ai laissé répondre, mais je tiens juste à rappeler que nous n'avons pas, vous et moi, de point de discorde sur les cas exceptionnels que vous rappelez qui manifestement ont eu des écarts de comportement à l'égard des institutions. Ça, c'est pas notre question. Notre question reste vraiment sur le rapport de l'État du Cameroun ou de la gouvernance actuelle au Cameroun vis-à-vis de cette jeunesse que nous disons n'avoir eu à aucun moment entravé les lois de la République, si ce n'est avoir simplement fait usage de ce qui leur est fondamentalement reconnu, c'est-à-dire la liberté d'expression. C'était juste ça notre point de vue. Et nous partageons avec vous que lorsqu'ils sont auteurs de délits pénalement répréhensibles, qu'ils répondent de leur tort devant les tribunaux. Mais quand ce n'est pas le cas, et c'est de ces cas-là dont nous parlons, ils n'ont rien à voir en prison. Et malheureusement au Cameroun, vous devez le savoir, on a plusieurs partis politiques qui ont d'ailleurs rendu public leur rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Je pense que vous pouvez les consulter et vous constaterez vous-même que la situation n'est pas celle que vous décriez. Alors, juste pour qu'on continue, vous pouvez répondre si vous voulez, mais monsieur Jacques Maboula, au RDPC, on a des biaïstes comme, d'ailleurs, quelqu'un que vous devez forcément connaître, Missanga Nyamding,
Vous êtes un biaïste, mais avec un parti à côté. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi ne pas rejoindre Je directement vous explique. le RDPC? Je suis un républicain. Nous sommes D'accord. l'Alliance républicaine. Qu'est-ce que l'Alliance républicaine? Mettez à cela ce que vous voulez ou dites biaïste et autres, non. Je veux dire que si vous êtes président de la République aujourd'hui, Hum. j'aurai l'obligation de vous soutenir parce que avant la fin du mandat, nous sommes dans le même navire, un Cameroun qui doit gagner. D'accord. Nous sommes républicains parce que nous pensons que, en dehors des périodes électorales, nous devons converger dans le sens de construire un Cameroun meilleur. Les autres, vous les appelez biaïstes et autres, les Nyamding, ils se battent pour leur parti politique et pour le président national d'un parti politique. Ce qui est différent du président de la République qui est une institution. Vous comprenez? Nous avons une vision politique que nous portons, nous avons des convictions, nous avons une stratégie de mise en œuvre de cette politique. OK? Maintenant, passer mes journées à chercher un pouls dans les cheveux d'un homme, c'est pas ça qui me préoccupe. Il y a tellement de sujets qui devraient nous préoccuper. Et je Alors, crois que jusqu'à ce jour, on va prendre en compte un sujet qui va vous préoccuper tout de suite, parce que, effectivement, on avance rapidement. Alors, vous avez malheureusement été vaincu, donc, lors des dernières élections municipales qui se tenaient en février dernier au Cameroun. Vous auriez été là, que vous auriez probablement participé à la mise en place de la décentralisation. On a entendu donc le gouvernement de Yaoundé dire qu'enfin, avec les régionales qui sont tenues récemment, tout était en place pour que les problèmes du Cameroun trouvent leur solution. On a même eu, en septembre 2019, le grand dialogue national, où on avait également discuté sur les solutions éventuelles pour sortir de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. La décentralisation pour vous, on a compris lors de l'émission que vous avez accordée à Equinos, que selon vous, il n'y avait pas de vision. Cette décentralisation pour vous, s'il y avait une vision à y mettre, ce serait quoi? écoutez, j'ai suffisamment produit des réflexions sur la décentralisation et j'ai toujours dit à ceux qui veulent m'entendre que la décentralisation est un mécanisme de développement des territoires. Mais seulement, il n'y a pas de développement de territoire sans vision et ni planification de cette vision. Si vous avez aujourd'hui envie de créer un immeuble de 360 chambres à l'image du Cameroun, eh bien, il faut d'abord planifier cela. Aujourd'hui, quelle est la planification qui est faite en termes de la construction nationale? Aucune. Quelle est la planification qui est faite en termes de production nationale? Aucune. Mais vous avez quand même des gens qui ont réussi à pousser une décentralisation avec la mise en place des conseils régionaux sur banc public. C'est-à-dire, on ne sait même pas où ils vont siéger. Des hommes qui vont avoir des réflexions fortes à porter sur le plan de la région, mais qui n'ont pas de chaise, qui n'ont pas de table, qui n'ont pas de bureau. C'est pour dire que c'est la force sociale qui pousse les gens vers la décentralisation. C'est pas une volonté politique. Et c'est pour ça que je vous dis, notre mandature a permis de pousser les lignes. Notre mandature a permis de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui va vers la décentralisation sans feuille de route. Vous confiez des régions à des hommes qui ne savent même pas où ils vont ranger les dossiers. Des hommes qui n'ont aucun outil pour travailler. Eh bien, il se sera passé 6 mois, 1 an. C'est pour ça que je dis que la marche irréversible du Cameroun vers un État unitaire décentralisé est la seule alternative pour sortir le Cameroun de l'impasse qui plane à l'horizon. Les Camerounais ne veulent plus du discours et des slogans. Les Camerounais veulent des résultats. Et les résultats, c'est d'ici 2025. C'est pour ça que je vous dis, laissez faire. Des hommes ont pris un mandat, ils ont pris un engagement devant le peuple, qu'ils répondent de ce mandat et de cet engagement en 2025. Pour moi, la décentralisation, c'est où vous connaissez de quoi il s'agit, ou vous ne connaissez pas. Vous avez beau freiner des 2 pieds la pression démographique, les exigences républicaines du peuple vont être votre dernier coup de butoir parce que
le peuple voudra des résultats d'ici 2025. Vous avez mis un SMIC de 32 500. Vous avez baissé les critères de vie sociale. Vous avez plongé les Camerounais dans un panier de la ménagère qui est accessible qu'aux plus nantis. Je le dis souvent, même avec 500 000 francs de revenus pour un père de 5 familles au Cameroun, on reste en dessous du seuil de pauvreté qui est de 2 dollars par jour. Raison pour laquelle les Camerounais aujourd'hui vivent de ce qu'on appelle des moyens de dépannage, pour ne pas dire de la fraude, de la corruption, du détournement. Cette marche irréversible vers l'État unitaire décentralisé réel s'impose aux institutions de la République. D'ici 2025, les Camerounais ne seront pas simplement ceux du parti au pouvoir qui voudront des résultats, mais ils seront également de l'opposition et de la société civile. Et c'est pour ça que les conseils régionaux qu'on vient de mettre en place sont déterminants sur la République de la confiance qu'il faudra créer à l'orée de 2025. Pour moi, la décentralisation, c'est un idéal de société à mettre en place. Mais si vous devez la faire avec des gens qui n'ont jamais pensé ce que c'est que la décentralisation, j'ai bien peur qu'on passe encore 10 années prochaines à essayer de comprendre de quoi il s'agit, pour ne pas dire de porter une vision. C'est déjà un début de mettre à la disposition des régions certaines ressources. C'est un début de mettre à la disposition de certaines municipalités certaines ressources. Mais je dis, il y a un grand flop au sens de objectifs quantifiés stratégiques à mettre en œuvre. La décentralisation, c'est pas de l'argent qu'on jette sur la place publique. Parce que si vous prenez le même logiciel qui fonctionne sur la base des intelligences criminelles et de détournement, comme ça a été le cas sur les décennies passées, eh bien, ça veut dire que vous aviez une voiture qui avait un trou, un réservoir pressé à un endroit, mais subitement, cette voiture a un réservoir percé à plusieurs endroits. C'est-à-dire, ça peut être les 10 régions, ça peut être les 10 régions, ça peut être les 360 communes également, qui fonctionnent sur le même mécanisme de pillage des ressources nationales. Et donc, on a plutôt accéléré le processus d'appauvrissement et de paupérisation de la nation. Il faut en sortir et rapidement. Maintenant, s'ils ont besoin d'expertise et de compétences, je crois que l'Alliance républicaine reste disposée à pouvoir apporter sa contribution à l'optimisation de la décentralisation pour une gouvernance de résultats. À ce stade, je sais qu'on est dans ce qu'on appelle la GAPJ décentralisée. De la même façon qu'on peut décentraliser la prospérité, de la même façon on peut décentraliser la pauvreté et le pillage des caisses publiques. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui au Cameroun. Ok, bien compris. Hein? Donc on a compris que pour vous, c'est simplement une proposition qui est vouée à l'échec parce qu'il n'y a pas de vision. D'ailleurs, vous parlez même encore de roadmap. Et juste pour comprendre, M. Maboula, vous étiez pourtant un fervent du fédéralisme. Quand s'est fait le basculement vers... Jamais je n'ai parlé de fédéralisme. Regardez toutes mes publications. Jamais. D'accord. Jamais de la vie je n'ai parlé du fédéralisme. Et aujourd'hui, face donc à la crise anglophone, vous dites clairement que la décentralisation qui est en cours ne prospérera pas. On a une crise à régler. Comment on fait pour en sortir? La solution du Cameroun, c'est l'État unitaire décentralisé. Maintenant, c'est qui décentralise et comment il décentralise. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Ok. Je vous ai dit que si vous prenez la malgouvernance ou la décentralisez, on arrive au même résultat. De la même façon, pour ceux qui croient au fédéralisme, encore que ce n'est pas ce à quoi je crois, vous prenez la malgouvernance, vous la mettez à l'échelle fédérale, vous arrivez au même résultat que nous avons aujourd'hui. Hein? Il s'agit d'un contenu. Comment? Le mécanisme opérationnel pour créer la prospérité. Vous avez un ministère de l'Agriculture qui n'a pas un objectif de production par territoire. Dans l'Alliance républicaine, on dit on a un objectif par municipalité de 10 000 hectares de production. Ça veut dire qu'au niveau national, l'Alliance républicaine se donne maximum 10 ans pour atteindre un objectif national de 360 comment dirais-je, de 3 600 000 hectares de production. OK? Ça veut dire qu'on a une feuille de route. Comme tu l'as dit tout à l'heure, et roadmap. Nous avons une feuille de route. En termes d'aménagement du territoire, nous avons un kilométrage routier à atteindre
chaque année, voire tous les 5 ans, voire les 10 ans. En termes de couverture santé, nous avons une planification par habitant de 10 000 francs CFA l'an pour la mutualisation de l'assurance maladie et la couverture des examens de laboratoire et des analyses biomédicales, etc. Si vous avez 25 millions d'habitants, multiplié par 10 000, ça fait 250 milliards par an pour la couverture médicale. Avec ça, on peut assurer la couverture médicale de toute la nation. Donc je dis, pas de feuille de route, pas de solution. Failing to plan is planning to fail, disent les Américains. Alors, on peut En vous termes retrouver... Oui, allez-y. en, Allez-y. en termes d'industrialisation, nous avons ce qu'on appelle une logique industrielle sous-régionale. Il n'est pas normal que le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazza, etc., et même le Congo démocratique soient producteurs de VA et qu'il n'y ait pas d'usine de pneumatiques au niveau sous-régional. Que nous ayons chaque jour acheter le pneumatique au niveau de la Chine ou de l'Europe. L'Afrique devrait être le premier exportateur de pneumatiques dans le monde. L'Afrique devrait être le premier producteur de café raffiné dans le monde. Ça veut dire qu'on devrait s'entendre pour faire des unités de transformation et de production. L'Afrique devait être le premier producteur de concentré de jus de fruits dans le monde. Il faut avoir une politique nationale, mais aussi une politique sous-régionale. Donc je dis, on ne peut pas être aujourd'hui en 2021 et nous avons des techniques moyenâgeuses de production basées sur la machette, la lime et la houe. Même la Chine, qui fait plus de 2 milliards d'habitants aujourd'hui, a dû recourir à la mécanisation agricole. Donc je dis, il y a un déficit. La décentralisation, c'est d'abord un logiciel qui s'implante au niveau, qui se conçoit au niveau central et se déploie au niveau périphérique, parce que c'est ça qui fait la force même de l'économie. Donc je vous dis sincèrement, il y a un déficit de vision, il y a un déficit de projection stratégique, il y a un déficit même des hommes à comprendre ce que c'est que la décentralisation. Et je dis, on va mettre encore 10 ans à copier-coller ce qui est basé sur la fraude et le détournement, et on va se retrouver 15 ans plus tard à des détournements plus importants. Ok, noté. Alors, pour être plus concret, on vous a vu intervenir également sur la crise sanitaire actuelle. Vous, d'ailleurs, questionnez constamment sur votre page Facebook le vaccin qui est proposé aux millions, aux milliards de citoyens de ce monde. Si on vous écoutait donc, et qu'on avait pensé un instant au Cameroun que la décentralisation a été conçue en amont et qu'elle est déployée, qui, selon vous, serait responsable au niveau des États décentralisés de la gestion de cette crise sanitaire? Elle doit nous parler, non? Si vous devriez aujourd'hui apporter, en tant qu'expert dans la décentralisation, des réponses à la crise sanitaire aujourd'hui, c'est l'État qui devrait gérer les décisions à prendre sur cette crise? C'est les régions? Comment est-ce qu'on ferait? Écoutez, la décentralisation conçoit, comme on dit, le logiciel opérationnel, c'est-à-dire que on vous dit comment agir. Vous comprenez? Mais au niveau local, c'est les élus qui assument la responsabilité. Si on vous dit, par exemple, de donner 3 masques par personne, par famille, et que vous n'en donniez qu'un seul, vous êtes responsable. Ailleurs, on peut donner 3. Il y en a qui peuvent juger qu'ils sont capables de donner 5 parce qu'ils ont des ressources additionnelles qui leur viennent de l'extraction, je ne sais pas, d'une matière première ou de la transformation locale ou bien de la production agro-industrielle qui est significative et meilleure qualité. Ils disent qu'au lieu de 3, nous allons donner 5 parce que nos ressources nous permettent d'en donner 5. La responsabilité, elle est individuelle. Mais le concept, en tant que tel, il peut être conçu au niveau national. Le concept, il fonctionne. Donc, il y a les responsabilités qui sont locales. Si le maire ou le président du conseil de région ne donne pas ce qu'il faut à ses populations, les élus doivent l'interpeller à ce sujet. Les électeurs, autant pour moi, doivent l'interpeller à ce sujet. Si le maire n'est pas capable d'assurer la mise à disposition d'un nombre de matériel, de kits hydroalcooliques, etc., c'est lui qui doit répondre parce que, entendre décentralisation, il y a ce qu'on appelle la décentralisation des ressources financières. Et si avec ces ressources financières, vous préférez faire autre chose que de vous occuper de vos populations, eh bien, vous serez au miroir de l'électorat et on va vous juger. Donc, la décentralisation, c'est en même temps la responsabilisation de proximité.
la responsabilisation de proximité, je vous le dis Donc, très bien. en d'autres termes, pour vous, les présidents de région devront gérer les questions liées aux décisions à prendre face à la crise, à la pandémie mondiale actuelle. C'est ce qu'on a compris. Non. Les présidents de région gèrent ce qu'on appelle les grandes infrastructures. Les maires gèrent les problèmes Non, microéconomiques, je vais vous préciser ma question. Je vais vous préciser ma le question. président de D'ailleurs, vous avez... région n'a rien. Non, Le je vous président de précise, région vous n'a me rien à permettez, s'il vous voir plaît. avec. Vous me Oui. permettez. On a vu. Oui. Vous me permettez, s'il vous plaît, pour que je vous précise ma question. On est sur la Alors, si vous voulez, ma question est simple. On parle là de la décentralisation et je vous interpellais sur un problème majeur, la santé au Cameroun. On a une épidémie mondiale. Comment on la gère? On décentralise la prise de décision ou on la laisse au niveau du sommet de l'État? C'est ça ma question. Non, les non, responsabilités, non. les différentes prérogatives de chaque appareil dans un État décentralisé sont connues. Je vous parle là de la décentralisation de la gestion sanitaire. Comment est-ce que vous la concevez? La gestion et la conception, c'est deux choses différentes. On a bien compris, la conception, elle est vraiment en amont. La gestion. Voilà, parce que la technicité se trouve au niveau central. C'est-à-dire les ingénieurs s'y trouvent. Ils ont le matériau nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Mais la gestion opérationnelle, elle est renvoyée au niveau des municipalités. Parce que c'est elles qui appliquent la mise en œuvre. C'est-à-dire que le niveau central conçoit la riposte face à la pandémie et fait des renforcements de capacité au niveau périphérique pour la mise en œuvre de cette lutte contre la pandémie. Il s'agit donc de mettre à la disposition des municipalités d'un ensemble de ressources financières et matérielles pour prendre en charge la lutte contre la pandémie, parce qu'il s'agit de protéger les populations. On ne peut pas faire des doublons entre la région et des municipalités. C'est là où la conception, elle est importante. La région intervient dans la mise en construction des infrastructures intégrées, dans la mutualisation des forces de décentralisation. La municipalité intervient dans ce qu'on appelle la mise à disposition des services publics de proximité. Et c'est la municipalité donc qui s'occupe de donner des gels hydroalcooliques, faire respecter les mesures barrières, donner des masques aux populations, etc. Donc c'est pour ça que je dis la conception logicielle de la riposte est conçue au niveau national. Et ensuite, elle est implémentée de manière opérationnelle en tant que gestion au niveau local. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Mais non, La mais conception, la conception est nationale. Je- La conception est nationale. Comprenez-moi très bien. On avait La compris. conception de la riposte, elle est au niveau national. On avait La compris. mise On en avait œuvre compris. la mise en œuvre de la riposte, elle est au niveau périphérique, c'est-à-dire décentralisée. Vous voyez, On avait deux bien choses compris. Je vous ai pris un cas spécifique juste parce que nous voulions comprendre ce que vous proposeriez. Parce que vous savez-vous, aujourd'hui aux États-Unis, la gestion de la crise sanitaire est un échec dans un État fédéral. Et dans les pays dits décentralisés, comme en France, la question se pose également. Le problème qu'on a eu ici pour les masques, par exemple, est lié à une gestion décentralisée de cette crise. Quand vous allez en Allemagne, dans un autre... Je voulais juste que vous compreniez où se situe ma question. On a bien compris, Votre vous question nous avez n'a expliqué... rien à voir Non, avec le c'est fédéralisme. important. C'est Votre important. question, votre observation, je vais vous édifier un peu. S'il vous plaît, allez-y, La je vous lutte écoute. contre la crise sanitaire Covid-19 aux États-Unis n'a rien à voir avec le fédéralisme. C'est une lutte économique. Je l'ai dit depuis Je le n'ai pas dit premier ça. jour. J'ai dit ça. Voilà. Je dis que l'échec de la gestion de cette crise est lié au fait que chaque État fédéral devait prendre une décision, alors qu'on voit bien que dans les pays décentralisés, où la gestion de cette crise est faite au sommet de l'État, il y a eu plus de succès. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie. C'est ce sujet-là que j'abordais avec vous, pour comprendre ce qu'on fait en Afrique. Vous n'avez pas Vous voyez ce que je veux compris dire? le problème Non, non. Ce n'est pas la forme de l'État qui fait l'échec. pas Et la c'est là forme où de je l'État. vous... Permettez que je vous explique une chose Allez-y. que j'ai dite depuis le premier jour. Hum. Depuis le premier jour, la crise du Covid-19 est une crise de type bactériologique et de lutte économique. Les États-Unis, c'est le premier marché au monde en termes de pouvoir d'achat. Et actuellement, il se passe une bataille de prise en main de ce pays-là par certains lobbies. Donc, il est important que cet État soit déstabilisé
par la crise sanitaire pour être repris par pour être repris par certains réseaux d'affaires. C'est pour ça que vous avez l'impression que les États-Unis sont plus touchés que d'autres pays. C'est de ça qu'il s'agit. Derrière la lutte du Covid, il y a une reprise en main de l'économie mondiale par certains lobbies. Et ils le savent déjà. Et de nombreux pays essayent de se repositionner stratégiquement. Donc, ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas les États-Unis qui sont incapables d'offrir 10 masques par personne. Ils ont les moyens de le faire. Mais ils sont frappés durement parce que c'est l'économie phare qui doit tomber. Ne perdez pas de vue que dans les enjeux stratégiques aujourd'hui, la Chine veut prendre le leadership économique mondial. Que la crise du Covid soit partie de la Chine, ce n'est pas un phénomène du hasard. La Chine est en train de déstabiliser le monde entier pour se repositionner stratégiquement sur le monde entier en tant que puissance de référence économique. C'est pour ça que vous allez voir un rapprochement entre la Chine, la Russie et tous ces pays qui sont considérés comme des pays challengers de l'Amérique actuelle. Ça n'a rien à voir avec le fédéralisme ou machin. Non, c'est des luttes d'hégémonie. C'est des luttes d'hégémonie économique et financière. Et à la fin de la crise du Covid-19, je peux vous assurer que la Chine sera le leader mondial sur le plan économique. Et même, je peux m'aventurer sur ce territoire, sur le plan du leadership militaire d'ici les années à venir avec la Russie. Hein? Faites très attention, derrière le Covid, 4 groupes d'enjeux. On a compris. On a compris Voilà. votre explication, mais je tiens juste à rappeler, il est possible que je ne sois pas aujourd'hui à la hauteur de vous clarifier mes questions. Je concède que c'est peut-être moi. Parce que ce que vous expliquez n'était pas ma question. Là-dessus, on pourrait discuter. Ma question était simplement... C'était pas une question, vous avez fait un constat. Oui, ma question était simplement celle de savoir, en Afrique aujourd'hui, comment est-ce que, lorsqu'on est dans une situation d'État unitaire décentralisé, à qui est-ce qu'on donne la décision de faire le choix de la solution? Ce n'est pas forcément d'où vient le problème. Le problème, il est là. On a acté que le problème, il est là. Il peut être venu de la Chine, des États-Unis. Ça, c'est autre chose. Ma question, c'est comment est-ce qu'on gère cette crise sanitaire dans un État décentralisé, dans un État fédéral? J'ai fait des comparaisons. Au niveau du Cameroun, je vais vous expliquer. Oui. Vous êtes allé aux États-Unis, je vous explique la différence avec les États-Unis. C'est pas la même chose. Au niveau du Cameroun, qui est un État unitaire décentralisé, le problème est acté dans le monde. Nous sommes frappés par une pandémie. Il y a ce qu'on appelle une cellule de crise qui est mise en place à l'échelle nationale, avec les meilleurs techniciens de santé du Cameroun. On définit une politique de lutte contre la pandémie. Et on définit les moyens de lutte contre la pandémie. Et on implémente les solutions au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau des municipalités. On fait un atelier de renforcement avec les municipalités pour leur dire comment riposter. Et on met à disposition les ressources de la riposte. Vous avez vu que au Cameroun, on a assisté à des distributions de masques, de seaux, etc. à l'échelle périphérique. C'est parce que c'était une décision prise au sommet. La décentralisation, c'est la décentralisation d'une vision et d'une planification. Voilà de quoi il s'agit. Posez une question, on vous la répond. Maintenant, si vous passez du Cameroun aux États-Unis, c'est pas la même chose. Vous allez voir que la riposte sanitaire au niveau du Cameroun a été relativement très appréciée de tous ceux qui ont suivi l'évolution de cette pandémie au Cameroun. Aux États-Unis, c'est autre chose parce que c'est une zone de grands enjeux économiques. Et vous allez voir que la crise du Covid-19 suit la courbe de l'importance économique des États. Observez, vous allez voir. Actuellement, il y a des puissances qui récupèrent de nombreux marchés. Il y a des entreprises qui ferment, des usines qui ferment. Et quand il y a fermeture, ça veut dire que la cote en bourse baisse, on peut racheter. Les portes vont réouvrir quand tout sera pris en contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. Ne mélangeons pas les États-Unis et le Cameroun. Ça n'a rien à voir. Le Cameroun a conçu sa méthode au niveau national, l'a implémentée au niveau local et je crois que ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci, puisse Dieu nous protéger de tout ça.
De toute façon, ce que vous avez apporté comme élément de réponse est aussi important pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, je ne vais pas finir cette émission sans aborder un point important sur lequel vous vous êtes également exprimé plusieurs fois. C'est l'événement récent au Cameroun, l'événement sportif au Cameroun. Vous avez suivi également les Lions Indomptables. Sur votre page, on a pu suivre, on a pu constater. Est-ce qu'il y a eu pour vous un flop pendant cet événement? Ou alors tout était beau? Non, tout n'était pas beau. Je suis un sportif de nature. Et écoutez, on ne peut pas opposer une équipe qui est privée d'entraînement, qui est privée de compétition à des équipes surentraînées. Le Maroc a démontré que la force d'une équipe nationale repose sur son compteur entraînement, sur compteur compétition. Le Maroc était l'équipe la meilleure, l'équipe la mieux entraînée, la mieux préparée, et elle s'est imposée à toutes les autres équipes. Vous avez un pays qui n'a pas de championnat. Vous avez un pays qui passe à faire des batailles de leadership au niveau du sport. Et ensuite ramasse des jeunes à la veille d'une compétition pour les jeter face à des équipes qui ont travaillé pendant des années pour gagner. Eh bien, le résultat, il était sans appel. Quand on a fallu arriver aux échéances où la technique, la tactique devait opposer à la masse physique, la technique et la tactique ont emporté sur la masse physique. C'est de ça qu'il s'agit. On salue la beauté des stades, mais on a été l'équipe la plus humiliée à domicile depuis les dernières décennies. C'est-à-dire que vous êtes organisateur d'un tournoi, vous arrivez à une phase décisive, vous démontrez que vous n'êtes même pas, mais vous n'avez même pas mérité. On n'a même pas pu avoir la 3e place. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un gros flop, il y a un gros loupé. Nous remercions la beauté des stades, mais nous déplorons la prise de conscience que le sport est un enjeu d'abord national de souveraineté et d'affirmation de notre compétitivité. Il faut vite corriger cela, remettre le sport à la jeunesse et que les élites s'écartent de cette affaire parce que les jeunes doivent jouer pour être compétitifs et forts. C'est une leçon à tirer que plus jamais le championnat national ne s'arrête à cause des bagarres d'ego, des bagarres de personnes. Voilà. Merci. Pour moi ce que je de cette. Alors, on arrive là au terme de cette émission avec une dernière question. S'il y a un nom d'un compatriote qui se sera, de votre point de vue, distingué l'année dernière, en 2020, ce serait qui, selon vous? Distingué dans quel domaine? Au niveau national ou au niveau Je n'ai pas voulu international? limiter les domaines. Alors, je vous laisse libre de choisir le domaine de votre convenance. Un homme qui vous aura marqué l'année dernière. Un homme ou une femme, bien sûr. Écoutez, je dirais Djali Amadou. C'est une dame qui part d'une condition modeste et qui s'impose par la foi en ce qu'elle croyait. La lauréate, Et à la du prix des lycéens. Voilà. C'est-à-dire partie d'un milieu modeste, islamique, culturellement en marge, où la femme n'est pas supposée porter un idéal de société. La femme n'a pas droit de parole devant les hommes, mais réussit à braver toutes les échéances, toutes les étapes de sa force de caractère pour s'imposer sur une tribune mondiale et faire entendre la voix du Cameroun. Pour moi, c'est une fille qui a toute mon admiration et je lui dis un seul mot, continuez. D'accord. Et si vous devez faire un commentaire sur une personne qui vous a permis d'être maire, Monsieur Billet, Olivier Billet, que direz-vous? L'union fait la force, car la raison du plus fort est la meilleure. D'accord. Et sur Akere Mouna, que vous avez soutenu en 2018 au présidentiel? Le Cameroun est un État un et indivisible et le restera. Seul dans l'unité décentralisée de ce pays, on pourra refonder un Cameroun qui offre une égalité de chance, car c'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais sont une seule et une famille. La nostalgie du passé ne deviendra pas une actualité. Il faut regarder le Cameroun tel que les pères fondateurs l'ont bâti.
un pays, uni, indivisible, qui offre une égalité de chance, la justice pour tout le monde, car la paix repose sur la justice. Et on doit continuer dans cet élan, rester ensemble. Un Cameroun où il n'y a ni anglophone, ni francophone, mais il y a les citoyens camerounais qui vivent ensemble. D'accord. Et je suppose que cette fois-ci, vous allez le dire autrement. Quelqu'un que vous aimez bien, Titi Pierre. Vous avez voté plutôt pour le RDPC et vous avez allégué qu'on voulait humilier Titi Pierre dans le camp. Non, pas qu'on voulait humilier Titi Pierre. J'ai dit ceci. Oui. On ne peut pas semer là où on n'a pas récolté. On ne peut pas récolter là où on n'a pas semé. Il n'y avait pas de parti politique d'opposition en présence dans le camp, au sens de personnes présentes, c'est-à-dire vous êtes absent. Je ne peux pas permettre que le sénateur d'une CAM soit non résident dans le CAM. C'est une lourde responsabilité à l'égard de mon histoire et de ma descendance. D'accord. Le sénateur d'une CAM doit être au moins un résident dans le CAM. Et le seul candidat au sénatorial dans le CAM qui était résident, c'était le sénateur King. Il a beau être du RDPC, mais c'est le seul qui était résident. On a voté pour lui. Parce qu'au moins, votre sénateur, vous savez que vous arrêtez chez lui. Vous pouvez lui poser des problèmes. Pourquoi voulez-vous que Yabassi ait un sénateur qui soit résident dans l'Union et qu'il est dans l'Ouvoué? L'ONCAM a aussi besoin que ses représentants aient un pied à terre dans l'ONCAM. C'est de ça qu'il s'agit. Clarification est apportée aujourd'hui sur cette histoire qui vous a longtemps valu quelques commentaires un peu curieux en vous passant pour l'éternel biaïste qui refuse d'aborder sa casquette de l'opposant. Parce qu'à l'époque, vous êtes déjà maire plutôt de l'UFP quand vous votez plutôt pour le sénateur du RDPC à l'époque. Donc, clarification le seul, il faut bien que je le reprécise, le seul candidat au sénatorial en 2018 qui était résident dans l'OCAM, c'était le sénateur King. Il avait beau être du RDPC, mais c'est le seul qui avait la chance d'être résident dans l'OCAM. Et on ne pouvait pas permettre que nos chefs traditionnels eussent à se déplacer vers le Nyon et Kélé ou vers l'Ouvri pour voir leur sénateur. C'était une lourde responsabilité. L'élection sénatoriale, c'était face au miroir de l'histoire. C'était une responsabilité à assumer. Est-ce qu'il fallait diviser l'OCAM juste parce que c'est des chapelles partisanes? Je dis non. Je suis resté cohérent avec moi-même. L'engagement territorial est une conviction que j'ai dans l'âme et je préfère soutenir un sénateur résident, même s'il n'est pas de ma formation politique, qu'un sénateur non résident qui est très loin des populations. Voilà pourquoi notre choix avait été porté sur le sénateur qui était du RDPC. D'accord. Alors, comme ça, pour finir donc sur Titi Pierre. Comment? Pour finir donc sur Titi Pierre. Écoutez, Monsieur Titi Pierre, c'est un aîné pour qui j'ai de l'admiration. Et je crois qu'il fait un travail politique qui est dans un univers plein d'ingratitude. Je lui souhaite bon vent de son côté, mais nous avons tous un travail à faire. C'est construire un CAM agréable et confortable pour nous-mêmes et les générations suivantes. Et pour cela, seule l'union fait la force. Nous devons mettre ensemble nos forces pour donner, dans le contexte de la décentralisation, une vision, une feuille de route, une route à suivre au CAM pour que l'ONCAM et l'Incamois en soient fiers sur plusieurs générations et en parlent en termes de fierté véritable. Nous sommes tous liés. Nous sommes dans la même pirogue. Si elle coule, c'est tout l'ONCAM qui coulera. Alors nous devons apprendre à regarder dans la même direction en restant unis, forts et solidaires. Ben, merci Jacques Maboula pour ce long moment d'échange avec vous. C'était d'ailleurs la première fois qu'on vous avait sur DIAF TV. Ben, merci d'avoir accepté cet après-midi de répondre à nos questions et surtout, merci d'être intervenu depuis Yabassi. Et nous espérons que d'ici là, nous pourrons enfin avoir le goudron entre Douala, Bonipoupa et Yabassi dans les années à venir, puisque vous nous avez rassuré que le projet est déjà en cours d'implémentation. Oui, on a 60%, la route elle est réelle, elle est bien réelle. On est à plus de 60%. Je crois que d'après le directeur des travaux, d'ici fin 2021, on ne parlera plus du bitumage de la route Douala-Bonipoupa-Yabassi, ce sera une livraison effective. Nous remercions tout le monde et nous vous remercions également pour cette audience que vous nous avez accordée. Merci, vous serez tous bienvenus, rassurez-vous.
Alors, chers web téléspectateurs et téléspectatrices de DIAF TV, c'était donc l'ancien maire de Yabassi et aujourd'hui président de l'Alliance républicaine, M. Jacques Maboula Boya. Merci d'être resté longtemps accroché à cette interview. Nous espérons vous compter davantage de nombreux. Nous vous donnons rendez-vous demain. Ce sera cette fois avec le député de la même région d'ailleurs, le député du CAM, M. Dieudonné Samuel Mott, qui sera face donc au professeur Thierry Amougou. Nous parlerons exclusivement de la décentralisation. Merci. Cette émission à présent terminée. Au revoir. Au revoir. Merci.